Dans l'intérêt du parti, j'ai décidé de remettre mon mandat de président du parti, a déclaré Tidiane Thiam à l'extérieur du pays depuis plus d'un mois dans une allocution publiée sur ses réseaux sociaux. Cette décision est, selon le concerné, justifiée par ce qu'il qualifie de harcèlement judiciaire dont lui-même et son parti sont les victimes. Candidat à la présidentielle d'octobre prochain, Tidiane Thiam a été radié pour rappel de la liste électorale à la suite d'une décision de justice, considérant qu'il avait perdu de facto sa nationalité ivoirienne. En démissionnant de son poste de président du PDCI RDA, Tidiane Thiam a-t-il par la même occasion renoncé à ses ambitions politiques? Quelle implication pour le parti à l'approche justement de cette échéance électorale importantissime? C'est un échange qui fait parler en Afrique et même au-delà. Le capitaine Ibrahim Traoré en visite à Moscou à l'occasion de la célébration du 80e anniversaire du jour de la victoire s'est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine. Cet entretien de plusieurs minutes a été l'occasion pour le président du Faso de plaider pour le renforcement exponentiel des relations de coopération entre Ouagadougou et Moscou. Réagissant sur la problématique de l'aide octroyée à son pays et à l'Afrique de façon générale, le capitaine Ibrahim Traoré a mis en avant le transfert de connaissances. De quoi relancer le débat dans un contexte marqué par l'échec des aides publiques au développement. Vous suivrez dans quelques instants la réaction du président du Faso ainsi que les implications que cette sortie pourrait avoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous et bienvenue. Non aux aides, mais oui au transfert de connaissances. La position tranchée du capitaine Ibrahim Traoré lors d'un entretien avec son homologue russe Vladimir Poutine. C'était au Kremlin le week-end dernier, soit 24 heures seulement après le défilé du 9 mai dernier. Le président du Faso a milité pour une approche bien plus particulière, différente, clairement, du moins une approche devant considérablement améliorer les relations de coopération entre son pays, le Burkina Faso, et la Fédération de Russie. Il a milité pour le renforcement exponentiel de ces relations de coopération, privilégiant justement le transfert de connaissances ou encore de compétences, et ce dans tous les domaines. Quelle est l'interprétation qu'il faut faire justement de cette sortie dans un contexte, souvenez-vous, marqué justement par la suspension de l'aide octroyée aux pays africains par l'Agence des États-Unis pour le développement international et surtout l'échec de tous les autres programmes d'aide octroyés jusqu'ici par toutes ces institutions. Banque mondiale, Fonds monétaire international, Union européenne, Nations unies. Pour ne citer que celle-là, nous tenterons surtout bien sûr de tirer la pertinence de cette démarche, celle du capitaine Ibé dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Bien évidemment, en accueil, nous reviendrons sur la démission du président, ou du moins de celui qui était jusqu'ici considéré comme le président du PDCI RDA. Aux côtés de Sylvain de Bogou qui réagit depuis Londres. Bonsoir à vous Sylvain. Bonsoir Baudelaire, bonsoir à toute la... Bonsoir aux autres frères. Bonsoir à vous Sylvain, nous vous recevons avec beaucoup de difficultés. J'ose croire que nous aurons l'occasion de corriger toutes ces petites difficultés techniques. On va envoyer l'antenne du côté de Niamey, au Niger, où nous attend Habib Boubacar Touré. Bonsoir Habib. Oui, quelques petits soucis de liaison avec le retour d'Habib également. Je pense qu'on va prendre quelques minutes, on va marquer quelques minutes d'arrêt pour essayer bien sûr de corriger toutes ces petites difficultés, mais écoutez le président, ou du moins, oui, écoutez Tidiane Thiam qui, dans une allocution publiée sur ses principales plateformes numériques, remet donc officiellement son mandat
au parti. La raison principale, il parle d'un harcèlement judiciaire subi par lui-même et son parti politique. Écoutons Tidiane Thiam. Chères militantes, chers militants, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, depuis que j'ai eu l'honneur d'être élu à la présidence du PDCI-RDA le 23 décembre 2023 à Yamoussoukro par nos militants, j'ai pu, grâce à leur soutien, procéder à une modernisation et une redynamisation de notre parti. L'équipe que j'ai mise en place et moi-même avons souligné, identifié sans concession les difficultés auxquelles font face chaque jour les Ivoiriens et nous avons proposé aux Ivoiriens une autre manière de faire de la politique et de diriger notre pays. Je remercie ici tous nos militants qui ont travaillé sans relâche partout dans notre pays ces derniers mois pour être à l'écoute des Ivoiriens, pour mieux comprendre et mieux traduire leurs préoccupations, que ce soit le chômage des jeunes ou la cherté de la vie, deux de leurs plus importantes préoccupations. Donc merci donc à tous nos vaillants militantes et militants pour leur travail. Grâce à ce travail, nous avons suscité chez nos compatriotes un engouement réel pour notre parti. Ainsi, le nombre de nos adhérents a doublé au cours des 12 derniers mois. Malheureusement, ces avancées annonciatrices de notre prochain retour au pouvoir d'État ont déclenché des attaques répétées et injustifiées, avec la justice pour principal instrument. En effet, depuis plusieurs mois, le PDCI-RDA et moi-même sommes l'objet d'un harcèlement judiciaire inique et insidieux, orchestré dans l'ombre, mais porté à visage découvert par des personnes manipulées, avec pour seul objectif de nous écarter de la vie publique et politique, de nous priver de nos droits fondamentaux de citoyens et de porter atteinte à ma dignité, allant jusqu'à me contester ce qui est le socle de toute existence humaine, ma nationalité. Toute ma vie a été pétrie aux valeurs ancestrales de ce pays où je suis né et où j'ai grandi. L'éducation que m'ont inculquée mes parents est fortement inspirée de la philosophie humaniste faite de paix, de respect de la personne humaine, de tolérance, de rejet de toute forme de violence que le père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, nous a légué. Malheureusement, il semble que certains d'entre nous n'ont rien retenu de l'histoire récente et combien douloureuse de notre pays. Toutes ces manigances que nous voyons chaque jour visent à entraver la marche vers le pouvoir d'État du PDCI-RDA, qui m'a plébiscité d'abord comme président du parti en décembre 2023, et puis en avril 2025 comme son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. On veut m'écarter du débat démocratique, parce que je suis porteur de l'espoir qu'une autre Côte d'Ivoire est possible. Ma voix est une voix que nos adversaires veulent éliminer, non par le pouvoir de leurs idées, mais par la persécution et par l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques et partisanes. Le but de ces manœuvres est simple, il est de nous distraire de l'essentiel, l'évaluation du bilan du RHDP après 15 ans au pouvoir et l'élection d'octobre 2025. Alors que l'on était en droit d'espérer des élections inclusives, transparentes et apaisées, force est de constater que la radiation injustifiée du candidat du PDCI-RDA vient s'inscrire dans la logique de l'élimination des leaders des principaux partis politiques de l'opposition pour se garantir des élections sur mesure et une victoire certaine. Je ne peux que ressentir de la déception face à un tel déni de démocratie en Côte d'Ivoire. Ainsi, on m'a refusé en avril 2025 un certificat de nationalité, au mépris de l'histoire, des textes et des traditions de notre pays. Plus grave, il se dessine une volonté claire de mettre notre parti, le PDCI-RDA, sous contrôle, sous tutelle, à un moment où l'espérance en un retour du PDCI-RDA au pouvoir, après 25 années d'opposition, est partagée par beaucoup d'Ivoiriens et par tous nos militants et tous nos sympathisants. Ce que nous défendons transcende nos personnes. Dans l'intérêt du parti, j'ai donc décidé de remettre entre vos mains, à vous les militants, mon mandat de président du parti. Cette décision ne change rien à l'engagement que j'ai pris en décembre 2023 de conduire personnellement notre parti à la victoire en octobre 2025 pour libérer notre pays de la peur et de l'injustice, et je le ferai. Je sais qu'après m'avoir élu en 2023, vous m'accorderez de nouveau votre confiance, sachant que les autorités ont récemment affirmé que j'étais, et je les cite, indubitablement ivoirien. Conformément à nos statuts, les organes compétents se chargeront de prendre dès aujourd'hui les décisions nécessaires dans l'intérêt supérieur du parti
pour permettre au PDCI RDA de poursuivre sa marche glorieuse et victorieuse. Chères militantes, chers militants, ne baissons pas la garde, ne nous résignons jamais, continuons le combat avec encore plus de détermination. Tous ensemble pour la victoire en octobre 2025, avec une foi inébranlable en notre avenir commun. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le PDCI RDA, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour votre attention. Alors Sylvain, comment faut-il accueillir d'entrée cette démission au poste de président de PDCI de Tidiane Thiam? Qu'est-ce que cela pourrait avoir comme répercussion ou du moins implication dans le parti à l'approche même de cette présidentielle? Oui, cette démission est une déroute dans les rangs du PDCI. Le PDCI lui-même qui s'est entêté à soutenir pour nous un autre monstre qu'il est en train de fabriquer à la personne de Tidiane Thiam. Je pèse vraiment mes mots. Un autre monstre parce que Tidiane Thiam, c'est pour la première fois qu'il parle des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire sur ce temps. Sinon, devant des parterres en France, il a toujours dit qu'il devait tout ou bien qu'il doit tout à la France. Et donc, en donnant même le discours de démission depuis la France, où il est un peu plus d'un mois, pour nous, ce sont ces maîtres français qui lui ont dit de démissionner parce qu'il n'y avait pas d'issue dans cette lutte-là. Alors pour nous, Tidiane Thiam, il est venu, il s'est imposé sans respecter les règles fondamentales même de son parti qui disent qu'il faut être ivoirien à 100% pour diriger un parti politique ivoirien. Et devant ce fait-là, depuis 2023, ils ont traîné les pas et c'est à l'approche tout de suite devant les Ivoiriens en 2025 que M. Tidiane Thiam, ou en France, pour aller démissionner ou bien pour aller rendre sa nationalité française à la France, est venu maintenant demander un certificat de nationalité. Donc, ils ont mis la charrue avant les bœufs au niveau du PDCI et donc, ils n'ont qu'à se prendre à eux-mêmes. Il y a eu des voix discordantes, il y a eu des voix qui se sont levées, en tout cas au sein du PDCI, pour dire ce monsieur est dans le faux, sa démarche est dans le faux, il faut qu'on respecte les règles du PDCI. À parler de ces choses-là, il y a eu d'autres candidats, d'autres personnalités du PDCI qui ont protesté vigoureusement, mais le PDCI est une petite classe qui veut à coûte que coûte arriver au pouvoir et qui a bâti vraiment son avenir politique autour de M. Tidiane Thiam, a refusé de voir la vérité, regarder la vérité en face, et c'est cela qui aujourd'hui mine le PDCI. Il y a beaucoup de cadres. Le PDCI, il ne faut pas l'oublier, c'est le premier pays, ou bien l'ancien, du moins l'ancien parti du pays, c'est l'ancien parti du pays, de la Côte d'Ivoire. Et donc, par conséquent, le PDCI a beaucoup de cadres, a scolariser beaucoup de cadres, a formé beaucoup de cadres. Ce n'est pas à la manière d'Alassane Draman Ouattara qui disait, et je cite, comme son candidat est décédé, il se représente. Mais le PDCI a des candidats, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Le PDCI a des militants capables d'être candidats à la présidence de 2025. Malheureusement, voici quelqu'un qui est venu brandir ses carnets d'adresse, qui est venu brandir comme quoi c'est lui seul qui va sortir la Côte d'Ivoire de la misère. Alors nous sommes habitués à ce refrain que le PDCI nous a toujours envoyé, autant d'Alassane Draman Ouattara, le seul économiste connu dans toute l'Afrique qui allait sortir la Côte d'Ivoire du trou de celui-là qu'on appelait le Wari Fakir, c'est-à-dire le père de l'argent. Mais regardez aujourd'hui ce que la Côte d'Ivoire traverse, où la ménagère n'arrive pas à nourrir ses enfants. C'était la même chose, c'est le même refrain, c'est la même, en tout cas le même calibre de personnalité que le PDCI par la petite Tidiane Thiam. Alors Sylvain,
quelle crédibilité faut-il, en dépit de tout ce que vous dénoncez, faut-il donner aujourd'hui aux motivations, du moins aux raisons qu'évoque Tidiamta? Parce que le président démissionnaire du PDCI dit être l'objet d'un harcèlement judiciaire unique et insidieux, orchestré dans l'ombre, mais porté à visage découvert par des personnes manipulées, dénonçant le fait que le régime en place veut lui contester ce qui est le socle de son existence humaine, sa nationalité ivoirienne. Est-ce qu'avec cet élément sous la main, on devrait toujours avoir une analyse axée sur la personne de Tidiamta, ou du moins sur ce processus électoral que certains qualifient de biaisé d'avance? Oui, le processus électoral est certes biaisé, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille fuir et aller s'installer, en tout cas en France, dans ces résidences pour parler pour se projeter devant le monde entier comme une victime. Mais avait-il un autre choix, Sylvain? Avait-il seulement un autre choix, Sylvain? Dans un tel contexte, il est radié de la liste électorale, le président Tidiane, lui qui nourrissait pourtant ses ambitions de pouvoir se présenter à la présidentielle, du moins, présenter sa candidature au mois d'octobre prochain. À quelques mois, on le radie de la liste. Il n'est pas ivoirien, selon cette décision de justice qui est rendue. On a l'impression qu'il n'y a pas d'autre alternative, Sylvain. L'alternative pour nous, il fallait toujours une coalition générale de tous les partis qui sont dans l'opposition, que ce soit le CAP ou le PDCI, que ce soit le PPACI, parce que tous les partis traversent les mêmes problèmes. La liste électorale elle-même, elle est vraiment, c'est le cancer qui mine la Côte d'Ivoire. Et donc, en se joignant à tous ces partis d'une seule voix, je pense que les Ivoiriens pouvaient bousculer Alassane Dramane Ouattara à accepter quelque chose. Et même s'il fallait aboutir à un gouvernement de transition, je pense que cela allait être un moindre mal pour la Côte d'Ivoire, pour qu'on organise des élections crédibles. Mais il s'est ainsi, comme il a fait en 1999, lorsqu'il travaille avec le président Bédier et que celui-là a été victime d'un coup d'État de la part de Gueye. Alors monsieur a pris ses clics et claques, il est allé s'installer en France, à Londres, en Suisse, un peu partout où il a travaillé pour dire qu'il n'allait plus faire la politique. Et tout d'un coup, voyant vraiment le fruit, lui, il vient de façon opportuniste, en tout cas un opportunisme vraiment, je dirais, nauséabond. Il descend en Côte d'Ivoire, il prend le parti, le PDCI, où il a même cessé de militer pendant plus de 20 ans au moins, et du coup, il devient leur candidat. Nous disons que ce genre d'opportuniste n'arrange pas l'Afrique. S'il est bousculé, s'il est victime, il y a là des Ivoiriens, des gens qui ont déjà travaillé comme ministre. Blaise Goudé, par exemple, qui a été ministre, mais toujours qui n'a pas son nom sur la liste électorale. Tout à l'heure, je parlais du président Laurent Gbagbo, qui n'a pas son nom sur la liste électorale. Il y a plein d'Ivoiriens. Il y a encore des militaires et des civils qui sont toujours en prison depuis la crise de 2010-2011. Voici des gens qui sont en train de démontrer leur courage, en tout cas leur patriotisme derrière les barreaux. M. Tidiane Thiam, qui a été nourri depuis sa naissance avec des cuillères en or, ne peut pas supporter la moindre pression. Donc pour la moindre pression, il faut qu'il fuit. Et lorsqu'il fuit comme ça, il confirme que réellement, il est faible, il est incapable de diriger la Côte d'Ivoire. Voici une autre preuve qu'on nous importe des gens qui viennent saigner nos pays, on leur donne des titres gonflants et qui viennent saigner nos pays. Et quand la population souffre, ils prennent leurs valises, leurs clés, leurs familles et vont s'installer dans leur pays, c'est-à-dire en Occident, pour vraiment bénéficier de tout ce qui est comme bénéfice en fait. Mais Sylvain, est-ce qu'il ne faut pas reconnaître également le mérite au président Tidiane Thiam d'ouvrir clairement le jeu politique au sein de son parti?
parce qu'on sait comment certains dirigeants de partis se comportent souvent dans cette situation-là. Ils s'accrochent jusqu'au bout, quitte à compromettre pratiquement la participation du parti à la présidentielle prochaine. On a l'impression que là, Tidjane Thiam ouvre tout de même les vannes pour qu'un autre candidat du PDCI peut-être puisse émerger et que son parti aille à la présidentielle. Ça, il le dit. Il appelle, il mobilise les militants pour une victoire au mois d'octobre prochain. Est-ce qu'il ne faut pas mettre cet aspect-là quand même à son actif, à l'actif du président Tidjane Thiam? Non, nous disons que tout candidat à ce poste, toute personne qui se trouverait devant cette situation allait répéter le même refrain. Donc, ce n'est pas une situation extraordinaire de sa part. Sinon, pour nous, Tidjane Thiam devait rester sur place, pousser même ses militants, pousser les Ivoiriens à dire voici une injustice qui se passe, il faut que les Ivoiriens se resserrent les coudes pour aller vers ce pouvoir dictatorial, pour aller vers ce tyran Alassane Dramane Ouattara, pour qu'il accepte le minimum, c'est-à-dire l'inclusion de tous les candidats. Mais lorsqu'on écoute M. Tidjane Thiam, c'est lui la victime qui, ma foi, allait sauver la Côte d'Ivoire. Vous avez écouté bien son discours. Il parle déjà de victoire. Mais qu'est-ce qu'il est très bon. En allant aux élections, il faut dire que je vais gagner. Mais il est tellement imbu de lui-même que tout tourne autour de lui. Et c'est ce qui dérange vraiment chez cette personnalité. Nous disons que toute personne pouvait vraiment, qui se retrouvait dans cette situation, pouvait toujours dire la même chose. Le PDCI, nous répétons, le PDCI a des valeurs charismatiques pour diriger la Côte d'Ivoire parce que sur des politiques nationales, disons que s'il n'a pas le charisme, qu'il dégage comme il l'a fait et que le PDCI fasse main et pieds maintenant. C'est un grand parti, c'est le plus vieux parti. L'expérience est dit que ce parti-là fasse tout pour trouver un candidat capable d'aller à l'Assemblée nationale et franchement, avec tous les autres partis de l'opposition, pour dégager à l'Assemblée nationale. Merci à vous. On rappelle que le doyen d'âge des vice-présidents du PDCI RDA, Ernest Koumou Mobio, a déclaré assumer l'intérim de la présidence de ce parti, hérité justement de Henri Konan Bédié, conformément au statut du parti. Patient Parfum d'Homme, vous nous avez rejoint. Je ne sais pas si Habib est avec nous déjà. Je pense que nous enverrons l'antenne tout à l'heure du côté de Niamey. Mais bonsoir à vous tout d'abord, doyen. Bonsoir Moudlan Guéné, bonsoir à mon ami Sylvain Bogo, à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs, et une fois de plus, content d'être sur votre plateau. Alors, votre lecture également de cette démission, on rappelle que Tidjane Thiam regrette malheureusement que certains Ivoiriens n'aient rien retenu de l'histoire récente et combien douloureuse de la Côte d'Ivoire, malgré justement les valeurs de tolérance, de rejet de toute forme de violence que le père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, a légué au peuple ivoirien. Il estime être aujourd'hui victime d'un harcèlement judiciaire. Il jette, bon, on va dire qu'il jette l'éponge. Il remet son mandat au parti. Qu'est-ce que cela vous inspire, Patient Parfum d'Homme? Comment faut-il interpréter aujourd'hui cet acte que vient de poser Tidjane Thiam? Je pense, je suis de ceux qui se battent chaque fois qu'il y a une injustice. Même quand cette injustice frappe son pire ennemi, nous serons toujours du côté de la justice et de la vérité. Donc, je n'entrerai pas dans le fond de l'action, de l'acte posé par Tidjane Thiam. Oui. Je n'entrerai pas dans le fond de débat qui agite le landerneau politique ivoirien actuellement sur la question de la validité ou non de la citoyenneté de M. Tidjane Thiam. Je m'en tiens au principe. On ne peut pas faire d'un être humain un apatride, ce n'est pas possible. M. Tidjane Thiam a renoncé à sa nationalité française oui, pour conserver uniquement la nationalité ivoirienne. On aurait pu l'empêcher de participer aux élections parce qu'on voit très bien que c'est un plan bien ourdi par
le régime de M. Alassane Dramane Ouattara pour écarter, n'est-ce pas, de la compétition toutes les candidatures qui puissent lui faire de l'ombre dans le cadre de cette élection à venir. Mais de là à lui retirer aussi sa nationalité ivoirienne, sous le fallacieux prétexte qu'il aurait perdu définitivement, ça fait de lui un apatride dont nous sommes face à quelqu'un qui n'est ni français ni ivoirien. Il est quoi? Il devient quoi? Et quand on voit les gens qui prennent ces décisions, je parle de M. Alassane Dramane Ouattara lui-même, dont on sait quelle alchimie, quelle gymnastique il a fallu faire avec des pressions énormes pour que lui, Alassane Dramane Ouattara, puisse jouir de la plénitude de sa citoyenneté ivoirienne que certains continuent de contester jusqu'aujourd'hui. Je pense que là, il y a quelque chose qui n'est pas du tout correct. Donc, je ne suis pas pro-Tidjam Thiam, je ne suis pas pro-PDC RDA pour les raisons valables que vous connaissez depuis très longtemps, mais je ne peux pas accepter qu'un Africain, un citoyen africain, puisse être jeté comme ça hors de son continent, de refusant même la simple nationalité de son pays. C'est inacceptable et inadmissible. On aurait pu comprendre, on aurait pu accepter à la limite encore cette couleuvre, celle de son exclusion de la compétition pour le présidentiel, mais de là aller jusqu'à contester cette... Mais puisqu'il fallait bien un motif pour qu'il soit écarté de la course à la présidentielle. Le motif ici, c'est le timing. Compte tenu justement de sa nationalité française, on estime que les procédures n'ont pas été engagées tôt, patient parfendum. Et derrière, il reste français en dépit de, malgré tout, du moins malgré toutes les actions qu'il a entreprises jusqu'ici. Non, on aurait pu dire que justement, par rapport au délai, ce ne sont pas des raisons qui manquent à ces fourbes flibustiers de RDR. On aurait pu trouver mille et une raisons en disant qu'on estime qu'il n'a pas procédé à temps, de manière en concordance avec ce que prévoit la loi ivoirienne, dont on ne valide pas le retrait de sa nationalité française, mais de là, n'est-ce pas, à conclure que même, et que de facto, il ne peut pas être ivoirien de nouveau. Je dis que si cette loi a été rédigée comme ça, elle doit aussi tenir compte de cette exception de ce fils de la Côte d'Ivoire qui renonce à sa nationalité française et qui veut uniquement utiliser sa nationalité ivoirienne. Le lui dénier, c'est d'en faire un apatride, et ça c'est inacceptable. Bon, aujourd'hui, on peut retourner la question dans tous les sens. On voit que là, M. Ouattara a été plus loin qu'il ne le faut. Bon, aujourd'hui, il décide de remettre ce mandat, de ne plus être le président de cette formation politique. Est-ce la stratégie qu'il fallait adopter dans un tel contexte? On entend beaucoup de gens dire qu'il n'avait pas trop de choix, parce qu'en parfum d'homme n'avait pas d'alternative pratiquement, ayant été écarté de la course à la présidentielle. Que restait-il à Tidjam Thiam dans un tel contexte? Dans un premier temps, on peut bien penser que c'était pour lui de ne pas fermer totalement le jeu, de ne pas concentrer l'essentiel de la possibilité pour le PDC de présenter une candidature sur sa personne. Sur sa personne, à partir du moment où sa personne était déjà contestée par les autorités sur le plan plus ou moins légal. Donc il ouvre le jeu, il donne la possibilité à un autre militant, pourquoi pas, de pouvoir... Il donne la possibilité au parti d'investir un autre candidat. Voilà, pour ne pas être totalement absent de cette compétition. Ça peut paraître ainsi. Si on est dans la première posture de quelqu'un qui est sincère, de quelqu'un qui n'est pas dans le coup fourré, de quelqu'un qui n'est pas dans une entreprise quelconque de la France-Afrique, ça tient. Mais il peut avoir une deuxième interprétation. Laquelle? Qui voudrait dire que si vous êtes dans des situations comme la mienne, ne bloquez pas le processus uniquement à l'aune de votre propre personne et personnalité. Mettez-vous de côté, parce que après tout, le peuple, le pays est plus grand que votre petite ambitions personne. Personnelles. Voilà, donc ouvrez le jeu
à d'autres. Et vous voyez qui est visé. C'est ça le drame. C'est un message qu'il envoie à d'autres opposants qui restent aujourd'hui exclus du jeu politique. Il y a le premier format, en lui... c'est qu'il ouvre la voie pour le parti. En lui octroyant le bénéfice du doute et une bonne foi. Mais il peut avoir une deuxième possibilité. Interprétation que, bon, il est dans les officines de la France-Afrique, on lui dit, gars, nous, on veut écarter le gars là. Joue le jeu pour montrer à ses propres gars qu'il ne doit pas du tout bloquer le jeu parce qu'il veut absolument être candidat. Et là, celui qui est visé, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, éventuellement. Voilà, c'est Laurent Gbagbo qui est visé. Donc, dans ces cas-là, il faut voir toutes les possibilités. Mais une fois de plus, moi je m'en tiens au Rien à voir avec son programme politique, Patient Parfait. On entend beaucoup de personnes, à l'image d'ailleurs de ce que disait Sylvain, s'appuyer justement sur son rapprochement avec la France, les propos qu'il a retenus il y a des années de cela, pour remettre aujourd'hui au devant de la scène la crédibilité même de la candidature de Tidjane Thiam. Oui, là encore une fois de plus, c'est un aspect qu'on ne peut pas... Je ne suis pas d'accord avec mon ami Sylvain. On ne peut pas ignorer. Parce que écoutez, si c'est quelqu'un d'autre que Ouattara qui mettait en avant ces arguments-là pour écarter Tidjane Thiam, j'aurais pu comprendre. Mais il n'y a pas plus francophile, il n'y a pas plus défenseur des intérêts de la France, il n'y a pas plus goujat dans cette défense-là que M. Ouattara. Il n'y a pas. Donc le régime Ouattara est très mal placé pour faire la leçon à M. Tidjane Thiam. Vous voulez dire qu'on ne peut pas faire pire? On ne peut pas faire pire du côté de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire pire du côté de la Côte d'Ivoire que le régime de M. Ouattara. Si c'était un autre acteur qui n'est pas dans le même conditionnement à la fois idéologique, politique et même, j'allais dire, philosophique par rapport à la défense des intérêts de la France, on aurait pu comprendre. Mais ce régime-là, du RDR, avec à sa tête M. Alassane Dramane Ouattara, qui vient de faire la leçon au monde, je dis que vraiment, là, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards boiteux. M. Ouattara est dans une démarche et dans un positionnement qui est extrêmement dangereux parce que, heureusement, que les gens prennent conscience du fait qu'il faut le ramener sur le jeu politique parce que c'est là où il est le plus faible. Pour sortir doyen. Parce que sinon, ce qu'il prépare là, c'est une déflagration qui va faire imploser complètement toute la société ivoirienne et personne n'a besoin de rentrer dans cette perspective-là. Merci à vous, Patient Parfait d'Homme. Habib, est-ce que vous nous avez rejoint depuis Niamey? Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir au doyen et bonsoir à Sylvain. Alors, Habib, nous allons également prendre votre lecture. Bien. Nous allons également prendre votre lecture de la situation, Habib. Le contexte ivoirien qui devient de plus en plus préoccupant à l'approche justement de cette présidentielle. Nous étions restés sur la radiation de Tidjane Thiam. Là, il remet son mandat, c'est-à-dire qu'il n'est plus président de son parti. Les interprétations divergent un tout petit peu. Vous avez suivi l'analyse de Sylvain, qui remet de façon générale en cause aujourd'hui le programme politique d'ailleurs porté par Tidjane Thiam. Patient Parfait d'Homme sur le plateau qui apporte une autre interprétation, estimant que cela pourrait être un message que Tidjane Thiam envoie à d'autres opposants qui restent aujourd'hui exclus en leur disant voilà, si vous n'êtes plus dans la course, il faut faire de la place à d'autres qui pourront porter la voix de leur parti politique respectif à cette présidentielle. Alors, à quel niveau vous situez-vous précisément, Habib? Je pense que mon analyse va se situer entre les deux précédents. Je ne pense pas que cette sortie de Tidjane Thiam dans la soirée d'hier soit réellement un renoncement à sa candidature. Parce que quand on l'écoute, il martèle le fait qu'il reste en course pour la présidentielle. Et ce dont il s'agit, certainement, comme on le dit dans toutes les écoles de stratégie, on apprend qu'il ne faut jamais aller sur le terrain de l'adversaire. Ce à quoi fait face aujourd'hui Tidjane Thiam pouvait entacher même le fonctionnement normal de son parti. Et je pense que la décision qu'il a prise, c'est une décision qui amène le pouvoir dans une disposition de ne pas concasser le PDCI. Parce que ceux qui contestent la présidence de Tidjane Thiam aujourd'hui le contestent sur le fait qu'au moment de son élection à la tête du PDCI, Tidjane Thiam ne serait pas ivoirien, comme l'a attesté la justice qui lui a refusé le certificat
de nationalité. Alors, puisque depuis qu'il a renoncé à sa nationalité française, il redevient ivoirien, c'est tellement compliqué, il redevient ivoirien, donc il remet en jeu son mandat à la tête du PDCI pour faire en sorte que, au moins, que le fonctionnement normal de son parti ne puisse pas être grippé, parce que ce qui va arriver, s'il ne le faisait pas, certainement, c'est que le pouvoir allait, à travers le ministère des partis politiques, appeler le PDCI à une régularisation, c'est-à-dire à un congrès. Et comme vous savez que déjà à l'intérieur, il y a des candidatures comme celui de Jean-Luc Bion, il y a ceux qui ont attaqué la légitimité aussi de la présidence de Tidjane Thiam, qui peuvent être utilisés comme des chevals de Troie pour déstabiliser le parti. Donc je pense que l'acte qui a été posé à travers cette démission, c'est beaucoup plus une volonté de préserver la sérénité, la quiétude au sein du parti que de parler de la présidentielle. Et le revers de la chose, c'est que le pouvoir tient aujourd'hui le PDCI dans un bras de fer de survie, j'allais dire, qui fait que même si je ne vois même pas comment Tidjane Thiam, après lui avoir refusé la nationalité et tout, pourrait aller dans une posture d'assumer cette candidature. Je pense que au-delà de la bataille pour préserver la quiétude et le bon fonctionnement de son parti, je pense qu'il a aussi aujourd'hui une posture de leadership qu'il doit adapter pour faire en sorte que, au-delà de maintenir la quiétude dans son parti, de permettre à ce qu'un autre cheval puisse concourir à cette compétition-là au titre de son parti pour donner une chance à cette victoire, puisque d'après lui, c'est le programme que porte le PDCI qui est un programme porteur d'espoir pour le peuple ivoirien. Donc ce n'est pas la personne de Tidjane Thiam forcément qui doit porter ce programme pour espérer redonner cet espoir-là qu'il pense incarner à travers le PDCI, parce que quand on entend déjà dans l'introduction de sa prise de parole, il annonce que c'est le fait que, de façon inéluctable, le PDCI marchait vers un retour au pouvoir d'État. C'est ça qui a fait peur au RHDP, qui a fait en sorte que tous ces harcèlements et cette pression judiciaire tombent sur son parti et qui l'a poussé à prendre la décision de démissionner de la tête du parti, mettre en place un directoire qu'il maîtrise certainement, parce que c'est le vice-président, le doyen des vice-présidents qui prend la tête du parti, qui se trouve être un ancien collaborateur de son oncle, Paul Poigny. Je pense que c'est ça l'idée, de faire en sorte que, au moins, que la quiétude et que la bonne marche du parti, de l'appareil politique, ne puisse pas être entachée par cette volonté de concassage que nourrit le RHDP face au PDC. Vous êtes dubitatif sur sa candidature à l'élection présidentielle prochaine. Merci à vous, Habib. Alors, Sylvain, pour sortir de cette thématique, et si c'était un message adressé à d'autres poids lourds de l'opposition qui aspirent aujourd'hui au pouvoir, patient par fin d'homme, c'était le cas du président du PPACI sur le plateau, et si c'était un message envoyé justement à tous ceux qui restent jusqu'à l'heure précise où nous faisons cette émission, exclus, ou du moins radiés de cette liste électorale? Si c'est vraiment le cas, comme l'a dit notre cher frère parfait, si c'est ce message-là, je dirais que Tidjane Thiam, une fois de plus, vient de mettre le pied dans le plat, parce que c'est lui, avec vraiment son sondage, il disait qu'il était plus populaire que le président Laurent Gbagbo. Et on a connu ce que ça soulevait dans les directions de ces partis-là. C'est encore lui qui disait qu'il a vraiment un carnet d'adresses bien plein. On a vu aussi la sortie du président Laurent Gbagbo. Donc, si c'est vraiment un message qui l'intéressait au PPACI, surtout au président Laurent Gbagbo, j'ai dit que ce serait encore faire preuve de son immature politique à ce niveau. Mais moi, je pense que cette fallait la faire très tôt, ou bien il fallait la faire depuis la Côte d'Ivoire. Mais ce que je lui reproche surtout, j'ai dit qu'il pouvait s'attacher avec ces gens, avec les autres partis politiques, pour se battre pour cette nationalité. Parce que, ou bien même pour se battre pour qu'il y ait une exception. On connaît l'histoire d'Alassane Dramane Ouattara, qui a eu l'occasion d'être candidat
avec un article pris par le président Laurent Gbagbo. Et donc, Alassane Dramane Ouattara n'est pas en position d'esprit déjà, mais Tidiane Thiam, il n'a pas l'échine, il faut le dire, il n'a pas l'échine solide pour diriger ne serait-ce qu'un parti. Et je répète que le PDCI doit s'apprendre à lui-même parce qu'il savait, ce parti savait que pour être président de ce parti, d'un parti en Côte d'Ivoire, il faut être un Ivoirien. Et ils n'ont pas fait cela. Il est devenu président du PDCI avant de courir, aller renoncer à l'autre nationalité. Et voilà le parti au pouvoir du tyran Alassane Dramane Ouattara. Voilà, ce Hitler africain est venu, en a profité pour le rayer totalement, pour lui dire tout ce qu'il a, ou bien tout ce qu'il voulait faire comme politique en Côte d'Ivoire. Voilà le manque de tact au niveau du PDCI. Et je pense que cela va servir de leçon à tous les partis en Côte d'Ivoire qui, en tout cas, au pouvoir. On rappelle que pour l'instant, Tidiane Thiam reste donc exclu, ou du moins radié de la liste électorale. Que fera le parti? Va-t-il investir un autre candidat ou pas? De toutes les façons, les prochains mois seront cruciaux et nous restons justement à l'affût. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Ça, c'est une évidence. Pour l'instant, nous allons avancer dans nos échanges et aborder une autre thématique en rapport avec l'entretien entre le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et le président russe Vladimir Poutine. C'était le 10 mai dernier, du côté de Moscou, soit 24 heures seulement après le défilé du 9 mai, marquant justement la célébration du 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique et de ses alliés sur l'Allemagne nazie. Quelques heures après, le président du Faso rencontre donc son homologue russe Vladimir Poutine, un échange riche, durant lequel les deux chefs d'État ont évoqué plusieurs sujets d'intérêt commun, coopération, et ce dans tous les domaines. L'aspect qui nous a particulièrement marqué, ou du moins qui a particulièrement retenu l'attention de la rédaction de For You Media Africa, est cette sortie où le président du Faso dit non aux aides, mais oui au partage de connaissances. Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré. Et nous comptons sur vous pour surtout former nos cadres. Parce que la coopération, telle qu'on le dit, très souvent en Afrique, on aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est incertain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Et donc nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tous les laboratoires nécessaires qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Et nous comptons sur vous pour surtout former nos cadres. Parce que la coopération, telle qu'on le dit, très souvent en Afrique, on aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est incertain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Et donc nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tous les laboratoires nécessaires qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Alors Habib, pour former de façon pratique les jeunes, il place d'ailleurs l'éducation au cœur du développement du continent africain, en reconnaissant les défis auxquels la Fédération de Russie fait face avec son engagement dans l'opération spéciale militaire du côté de l'Ukraine. Alors, non aux aides, oui au transfert de technologie
À quoi fait précisément allusion le capitaine Ibrahim Traoré? Est-il en train de s'inscrire dans une forme de rupture avec tous ces programmes d'aide qui sont reversés d'ailleurs, que certains aujourd'hui font l'objet de contestations? Certains ont été d'ailleurs suspendus, à l'image de l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, dont les activités ont été suspendues par la nouvelle administration américaine. Il y a également d'autres programmes d'aide aujourd'hui, toujours en vigueur, mais qui sont de plus en plus controversés. Monsieur Nguéné, le président Traoré, le président du Faso, est dans la construction et surtout dans la constance. Rappelez-vous sa précédente visite à Moscou, où il disait au président Poutine: vous nous avez envoyé du blé, on vous remercie, mais nous espérons, nous prenons l'engagement de produire ce blé-là davantage chez nous. Et je pense que c'est ce que le Burkina est en train de faire, c'est ce que l'AES est en train de faire. Si vous avez compris la stature aujourd'hui des États de l'Alliance du Sahel, c'est une rupture entre ce qu'on a connu jusqu'ici, c'est-à-dire l'assistanat dans lequel nous végétons depuis ce qu'on a appelé les indépendances des années 60 à juillet 2023, où réellement il y a une rupture ou une volonté aujourd'hui pour les États de l'Alliance du Sahel de reprendre en main leur destin. Et quand on parle de reprise en main de leur destin, il y a une responsabilité à assumer, celle qui consiste à aller chercher le savoir et le savoir-faire partout où il peut se trouver, et avec tous les partenaires sincères qui veulent réellement nous l'apporter. Et en sortant dans cette dynamique de vouloir toujours qu'on nous donne, qu'on nous offre, qu'on mette à notre disposition. Au lieu de cela, nous sommes aujourd'hui tournés vers une volonté de co-construction et de co-développement avec tous les partenaires. Et c'est le discours qu'a tenu le président Traoré face à Poutine. Et il le rappelle très bien. La Russie elle-même a des défis sécuritaires dans le cadre de cette opération sécuritaire. Donc ce n'est pas le lieu pour les États de l'Alliance du Sahel d'aller tendre la main, mais c'est le lieu pour les États de voir un partenaire qui a un avantage technologique, qui a un avantage de savoir-faire et de savoir-être dans certains domaines, tels que l'éducation. Aujourd'hui, cette confédération, c'est plus de 60 millions d'habitants, à plus de 70% de jeunes de moins de 30 ans. Ce qui fait que la chose la plus fondamentale dont a besoin aujourd'hui la construction de cette confédération, c'est d'abord la capacité à former et à très bien former cette jeunesse pour qu'elle serve de levier de construction et de développement pour donner une chance de viabilité à cette confédération. Et je pense que c'est sur ce point-là que le président Traoré a voulu marteler face à Poutine pour lui dire que nous ne sommes pas plus dans cette dynamique de tendre la main. La Russie est à notre côté pour nous aider. Et dans ce cas de figure, ce n'est pas en nous offrant du matériel, ce n'est pas en nous offrant de l'aide ou de l'assistance que la Russie peut nous être utile, mais plutôt en permettant à ce que les jeunes burkinabés, les jeunes nigériens, les jeunes maliens puissent aller chercher ce savoir-là, l'apprendre, la maîtriser et venir la mettre en œuvre. Chose qui va faire en sorte que toutes les ressources minières dont nous disposons, que nous puissions maîtriser toute la chaîne de valeur, que nous sortions de ce cycle infernal d'exportateurs de matières premières brutes sans valeur qui fait qu'on n'arrive pas à avoir une économie solide qui va soutenir notre développement, qui va soutenir l'amélioration des conditions de vie de nos populations, chose qui va permettre à ce que ceux qui sont perdus, qui sont abusés par ces groupes armés et l'impérialisme international, puissent également avoir une alternative de l'autre côté et se dire ce que celui-là est en train de m'offrir, mon État aussi assume sa responsabilité, il peut le faire. Donc je ne vois pas l'intérêt de prendre les armes et d'aller grossir les rangs de ceux qui endeuillent tous les jours mes parents. C'est ça en réalité le message et l'état d'esprit des dirigeants actuels de l'Alliance des États du Sahel. Et c'est cette... Merci. Merci à vous, Habib. Alors, Patient Parfendom, il a particulièrement insisté sur l'un de vos combats, chaque fois sur le plateau, l'éducation. L'éducation. Il émet le souhait
de voir les bourses accordées aux étudiants burkinabés augmenter du côté de la Fédération de Russie, tout en souhaitant que des universités russes s'implantent davantage du côté du Burkina Faso pour former une jeunesse burkinabé pour qu'elle acquiert justement les compétences nécessaires, ou du moins favorables à son développement. C'est quoi la pertinence, la profondeur même de cette sortie du capitaine Ibrahim Traoré qui milite aujourd'hui pour un échange de compétences et pas d'aide? Bon, ce n'est pas une aide comme on a l'habitude d'avoir des coopérations avec l'Occident, mais c'est une forme d'aide. Mais cette fois-ci qui touche un segment assez important de la capacité des pays africains de s'autodéterminer et de devenir souverains, c'est-à-dire l'acquisition des connaissances. Ce que j'appelle souvent vulgairement la domestication de la science au sens large du terme. Il a beaucoup parlé de science dans son discours. Mais pour ceux qui ont suivi l'intégralité de cette sortie, il a parlé de science. Il faut qu'on puisse dompter la science. C'est là notre tendon d'Achille. C'est là notre tendon d'Achille. Je rappelle que le président Poutine a eu des séances de travail comme celle-là avec la plupart des dirigeants, surtout africains, qui étaient présents là-bas. Avec le président Mnangagwa de Zimbabwe, il y a eu ces échanges aussi. Avec le président Al-Sisi de l'Égypte, avec qui ils sont déjà avancés dans un certain nombre de projets, dont la construction d'une centrale nucléaire civile au niveau de l'Égypte. Donc, ils ont eu ce type de science. Mais la particularité de la rencontre avec le président, le capitaine Ibrahim Traoré et Poutine, c'est que là, nous sommes face à un cas exceptionnel. C'est-à-dire que voilà un jeune président qui arrive, qui est issu d'un pays qui avait une habitude d'un type de collaboration avec l'Occident, qui faisait forcément de Burkina Faso une espèce de ce qui commande de manière permanente une aide pour pouvoir survivre. Il change donc de paradigme. Il leur dit, nous n'avons pas besoin de cette aide-là. Nous avons besoin d'une aide qui nous donnera la possibilité plus tard de devenir nous-mêmes pêcheurs de poissons au lieu de continuer de recevoir des poissons pêchés par vous, comme on nous l'a habitué. Et là, il cible, n'est-ce pas, domaines stratégiques. Les domaines stratégiques où il pense que la relation entre le Burkina Faso et la Russie peut être une relation qui ira dans le sens d'aider réellement le Burkina Faso. C'est celui de l'acquisition des connaissances scientifiques, techniques et technologiques. Et là, il va loin. C'est-à-dire que, dans un premier temps, envoyer les étudiants burkinabés aller voler le feu au niveau des universités russes, mais dans un second temps aussi, pour se projeter dans la construction des universités de même type, de même calibre du côté du Burkina Faso. Au niveau du Burkina Faso, pour dupliquer, n'est-ce pas, cette nouvelle tendance et donner beaucoup plus de possibilités aux jeunes burkinabés dont nous savons qu'ils ont des défis importants dans le cadre de la restauration d'une économie qui puisse permettre aux Burkinabés de développer. Il n'y a pas que la question sécuritaire et militaire. Il y a la question, par exemple, de l'avancée du désert, des zones rurales qui sont en train, n'est-ce pas, de disparaître sur le fait conjugué et de l'avancée du désert avec des températures qui sont hors normes et de la question sécuritaire avec ces terroristes djihadistes, n'est-ce pas, qui sont en train de cumer une bonne partie de Burkina Faso. Il faut donc avoir des réponses à ces questions-là. Mais les meilleures réponses, faire redémarrer par exemple l'agriculture, il faut donc des savoirs endogènes, mais s'appuyant sur des connaissances scientifiques avérées, puisse apporter des solutions à l'ensemble de ces problématiques-là pour que le Burkina Faso redevienne, n'est-ce pas, j'allais dire un îlot de prospérité dans ce Sahel qui est ravagé et déchiré, déchiqueté par les guerres, mais surtout qu'il soit un espace où enfin les jeunes Africains, avec cette collaboration-là, seront capables d'aller au Burkina Faso pour apprendre et avoir des connaissances nouvelles pour domestiquer leur environnement, leur espace et être capable de rendre cet espace-là un espace où on peut apporter la vie, où
on peut développer la vie, mais surtout où on peut le faire dans des conditions scientifiques avérées. Ça veut dire que les deux notions sont inséparables, parce qu'il y a un parfum d'homme, éducation et développement. Parce qu'il estime dans sa sortie que si on n'a pas une jeunesse bien formée, l'Afrique n'atteindra pratiquement pas le développement escompté. C'est une façon, je paraphrase, je ne sais pas ce qu'il a dit de façon succincte, mais quand on écoute le fond de son intervention, on a l'impression que c'est ce qu'il dit, pratiquement, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais c'est ce que je vous dis sur ce plateau. Qu'il n'y a pas de développement sans éducation. C'est ce que je vous dis sur ce plateau depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde nos programmes de formation de nos enfants. Quand on regarde les programmes actuels, qui donnent la part belle à des disciplines, en réalité, qui ne peuvent pas nous permettre d'être maîtres de nous-mêmes, d'être maîtres de notre avenir. C'est impossible. On apprend aux jeunes d'aller apprendre le latin. Ça sert à quoi? Le grec, à quoi ça sert? Je vois des trucs là, même dans les filières dites commerciales assez développées, on dit aux jeunes d'aller apprendre des trucs comme le marketing. Vous faites le marketing de quelque chose que vous-même vous ne fabriquez pas. Donc vous voyez, on nous maintient toujours dans la périphérie du jeu. Mais allez donc voir ceux qui sont les parents pauvres de cette nouvelle éducation. Ce sont les filières techniques, scientifiques et technologiques. Moi, j'ai fait un tour, je pense toujours cet exemple, moi, qui est pour moi un exemple frappant de cette cécité de nos dirigeants, de ne pas voir là où il faut vraiment travailler avec une jeunesse compétente pour pouvoir demain nous-mêmes être à mesure d'assurer notre propre souveraineté, notre propre développement. J'ai fait un tour dans un institut d'ailleurs de renom au Cameroun, c'est l'UIT, où ils forment des jeunes en génie mine et pétrole. Oui. Mais j'ai demandé à un prof, je dis, mais où se trouve votre laboratoire? Il me dit, parfait. Parce qu'après les cours pratiques, il faut bien pratiquer. Il me dit, parfait, si on rentre pour que je montre ce que nous avons comme laboratoire, vous allez pleurer. Alors, mais je dis, vous formez donc quoi? Qu'est-ce que vous formez? Et la conséquence, c'est quoi? C'est que vous entendez que l'exploitation de mines et d'un minéral a commencé là, mais combien de jeunes qui sortent de ces instituts trouvent du travail dans ces espaces? Alors, et ça, c'est vraiment dangereux. On va continuer à dépendre de l'extérieur. Quand il a fallu faire le pipeline de Tchad-Cameroun avec l'exploitation de pétrole de Doba, on a cherché des soudeurs, oui. N'est-ce pas? On a cherché des soudeurs parce qu'il y avait beaucoup de travail de soudure pour le pipe. On n'en a pas trouvé assez au niveau du Cameroun. On a été obligé d'aller importer des Philippins pour arracher le boulot des Camerounais. Donc je dis à nos dirigeants, vous formez les gens qui sont à l'ENAM. C'est très bien. Les gens parlent bien. Ils font des rapports. Ils savent faire des trucs administratifs. Le côté administratif. Mais à quoi ça sert pour des pays comme le nôtre? Là, on parle d'industrialisation. Hein, oui, mais justement, quand on met en avant la science, on parle surtout d'industrialisation. Nous avons des centres de recherche. Je me souviens, j'avais un ami, Chouagnon, père son âme, qui était ingénieur agronome. Il a travaillé à Kona. Il me dit, mais parfait. Ici, dans nos centres de recherche de l'IRAD, on a produit des savoirs. On a produit des solutions miracles pour booster, n'est-ce pas, l'agriculture dans notre pays, mais elles ne sont pas exploitées. On continue d'importer des riz, on continue d'importer des tas de choses, on continue d'importer des poissons qui ont mis 1000 ans dans les cales de bateaux. Et voilà les vraies problématiques. Donc, Ibrahim Traoré dit à Poutine, nous voulons d'une aide qui va nous permettre nous-mêmes de pouvoir nous aider à nous-mêmes à terme, sans venir de manière répétitive vers vous, suppliant, faisant la manche, n'est-ce pas, pour avoir de quoi pouvoir nourrir nos populations. Mais surtout, quand je dis domestiquer notre espace, il y a des gens qui disent, ah, Israël est très fort, ils sont capables de produire des tomates en plein désert. Mais s'ils sont capables de le faire, ça veut dire que nous pouvons aussi le faire. Il y a mieux. Ça dit que même les rations au niveau de l'agriculture, pour qu'on dise la production par hectare, il faut de nouvelles techniques scientifiques pour booster davantage cette production à l'hectare. Parce que l'agriculture aujourd'hui, ce n'est pas seulement de dévaster des grands espaces, c'est aussi d'avoir des sciences qui vous permettent de beaucoup produire dans des espaces assez réduits. Et ça, il n'y a que la science, la technique et la technologie qui peut le faire. Donc, je continue de penser qu'il a touché un axe, moi, qui me tient à cœur, et qui est vraiment stratégique dans le cadre du développement de l'Afrique. C'est pour cela que je vous avais dit sur ce plateau, le Zimbabwe a aussi des avantages que beaucoup ne parlent pas. Ils envoient 50 étudiants chaque année en Russie pour apprendre quoi? La physique nucléaire, uniquement. Donc, ils se sont projetés en se disant, d'ici 10-15 ans, nous aurons un capital
d'ingénieurs en physique nucléaire assez important, de telle manière que nous soyons en capacité de gérer l'industrie nucléaire dont nous avons besoin pour le futur. Ça vous règle quel problème? En premier, le problème de la disponibilité énergétique. Qui est un gros scandale pour un pays, par exemple, comme le Nigeria. Voilà les segments, les secteurs importants vers lesquels nous devons axer aujourd'hui notre coopération avec des pays aussi importants que la Russie. Donc je dis bravo au capitaine Ibrahim Traoré qui a bien compris là où nous avons des faiblesses et là où il faut faire des efforts pour compenser ces faiblesses en donnant la possibilité aux jeunes Africains eux-mêmes, à partir de leur savoir, de transformer leur milieu, mais surtout d'apporter des solutions aux difficultés, j'allais dire, presque structurelles que nos économies du moment nous montrent. Voilà, merci à vous. Alors, on va afficher les codes d'accès dans quelques instants, nous irons au standard. Alors, Sylvain, cette sortie du capitaine Ibrahim Traoré a tout de même le mérite, il faut le reconnaître, de remettre à la lumière du jour aujourd'hui la problématique entourant pratiquement tous ces paquets d'aides qui sont octroyés au continent africain. Nous avons fait un petit recensement concernant l'Afrique. Et selon les chiffres de la rédaction centrale de For You Media Africa, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle depuis 1960, l'Afrique a reçu un peu plus de 1500 milliards de dollars d'aide des bailleurs de fonds internationaux. On ne parle pas seulement de l'Agence française de développement, on cite bien sûr d'autres, tous les autres grands bailleurs de fonds, la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne, les Nations unies et bien d'autres. C'est un montant colossal tout de même pour un continent immensément riche, pour un continent dont du moins dont les ressources naturelles aujourd'hui sont estimées à plus de 6 500 milliards de dollars, un continent qui dispose de 65% de terres arables non cultivées jusqu'ici et dont la ressource humaine est, je veux dire, indescriptible. C'est un hiatus, c'est un paradoxe, Sylvain. Et on comprend mieux la sortie. Dans son contexte, elle remet au goût du jour l'échec de tous les autres programmes d'aide. Oui, merci pour cette question. D'abord, je tiens à remercier le président Poutine qui, dans cette rencontre, respecte les autres présidents, d'où qu'ils viennent de l'Afrique et de partout. Vous voyez ce tête-à-tête, cette causerie directe, on n'a jamais vu cela avec les colons qui ont pris l'Afrique par la gorge. Et donc, je le respecte pour cette considération qu'il donne à tous les pays africains et à tous les présidents qu'il reçoit, en tout cas chez nous. Maintenant, la sortie du président Ibrahim Traoré, elle a beaucoup de mérite parce que, comme vous venez de le dire, plus de 500 milliards de dollars d'aide donnés à l'Afrique et l'Afrique reste toujours pauvre. Oui, dans les amphis que nous fréquentons, dans les milieux que nous fréquentons ici, c'est la moquerie. On nous dit, on nous jette au visage, on vous aide, mais vous ne sentez jamais de la pauvreté. Mais est-ce que cela était vraiment une aide? Ce n'est pas une aide, c'est simplement de l'esclavagisation. C'est une corde dans le cou des pays africains pour nous contrôler davantage. Par exemple, une livre sterling investie en Afrique, quand cette livre sterling sort, c'est plus de 1000 livres qui sortent de l'Afrique. Les bénéfices que ces pays-là gagnent sur le dos des peuples africains. Donc, c'est pour nous exploiter. Ce sont eux qui décident de ce que nous devons faire. Ce sont eux qui nous envoient après cette aide ou bien cette aide au développement. Ce sont eux qui décident avec quel ingénieur nous devons travailler, qui doit venir forcément de chez eux, c'est-à-dire ils nous plongent tous leurs chômeurs sur le continent africain. Ce sont eux qui disent quels matériaux nous devons acheter, quelle expertise nous devons écouter. Et donc, par exemple, 1 milliard d'euros qu'on nous donne, plus de la moitié reste déjà dans les caisses de ces pays-là, pendant qu'on sait qu'ils allons rembourser cet argent avec tout ce qui est qui est là, qui est engendré comme intérêt. En plus de cela, le peuple qui arrive sur le terrain, ces dirigeants, ces sous-préfets français ou bien occidentaux d'Afrique, pompent et détournent cet argent, gardent cet argent
chez eux. Il y a un peu longtemps, lorsque on nous disait dans un article du Guardian que le président Paul Biya, il vient prendre le crédit, mais il passe en même temps. Alors, interrompu, nouvelle fois, pas grave, nous vous retrouverons dans quelques instants. Sylvain, on va faire un tour au standard avec Jean Sakponou. Vous êtes le premier intervenant de la soirée. Au marché, vous comprenez? Donc, ce genre de gestion, c'est une solution que le président Ibrahim Traoré propose aujourd'hui pour dire assez, c'est assez. Nous ne voulons plus ce genre de choses. Nous voulons que notre jeunesse soit vraiment éduquée. Nous voulons former, j'allais dire, c'est un peu de l'anglicisme, que nos jeunes soient réellement formés, que nos formateurs soient également formés, et la duplication des universités. Venant sur la duplication des universités, il faut que l'Angleterre a fait autant en Inde, par exemple, où des détachements de ces universités, de leurs universités, que ce soit Cambridge, Oxford, soient implantés et donc travaillent sur le terrain pour transformer ce qui se passe. Aujourd'hui, l'Inde, comme vous le savez, c'est une puissance en matière de technologie, en matière de médecine, en matière juridique, dans toutes les disciplines. Et c'est cette politique-là que le président Ibrahim Traoré réclame à la Russie, qui respecte les États, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur grandeur. Et nous saluons au passage donc ce président Ibrahim Traoré qui parle, certes, pour que la corruption, qui est vraiment un cancer, la corruption qui est une plaie profonde, et le détournement des deniers publics, ça s'amoindrisse quand même en Afrique, parce qu'on nous aide, mais nous sommes toujours les pays les plus sous-développés, les pays qui ne progressent pas. Donc, oh là là. Allons-y, Sylvain, on va marquer une pause. On va marquer une pause, Sylvain de Bogou, et nous allons prendre les premiers appelants de la soirée. Merci à vous. Jean Sakponou, bonsoir et bienvenue. Bonjour, bonjour mon frère. Bonjour à vos invités, bonjour aux techniciens. Soyons joyeux, nous sommes très contents de vous. Le temps que vous perdez n'est pas un temps perdu. Vous apportez votre contribution à l'édifice. Alors, M. Nguéné, nous sommes dans un moment qui doit nous enseigner, qui doit nous inspirer. Les deux sujets sont presque un seul sujet. Ce qui Tidiam est venu faire en Côte d'Ivoire, voilà le résultat. C'est-à-dire, voilà le résultat. Alors, mais est-ce que ça va empêcher, ça va diminuer, ça va décourager le combat du patriote Gbagbo? Je ne pense pas. Parce que l'objectif était ça, pour justifier que Gbagbo soit écarté. Et il faut que cela se passe pour que ça justifie cela. Mais attendons, la Côte d'Ivoire, c'est la libérée, on ne sait pas comment, mais Dieu seul le sait. C'est une injustice qui se passe en Côte d'Ivoire depuis la nuit des temps. Et nous le voyons. Et nous voyons les actes que ces gens-là posent. Ils ne se cachent plus. Dans un monde juste, tel que Traoré, en qui nous retrouvons, le veut, mais la France sera rayée, c'est-à-dire la France sera traduite en justice. Tous ceux qui ont participé à la destruction de la Côte d'Ivoire seront traduits en justice, mais aujourd'hui, on est là, on regarde, on parle autour de ça. Est-ce que c'est juste que la France bombarde la présidence d'un autre pays? Et pourtant, c'est fait. Parce qu'ils sont forts. Ces gens-là sont forts. Mais on va voir la suite. Alors, ce qui se passe avec Traoré, mes frères, comme je l'ai dit la fois dernière, nous devons cesser de parler beaucoup, mais observons. Tout d'abord, nous vous remercions parce que, par vous, par le Cameroun et par vous, nous arrivons à nous exprimer avec les peu de minutes que nous avons. C'est important. Mais nous vous remercions. Ce n'est pas un temps perdu. Ça participe à l'éveil que nous voulons, que Dieu veut.
Traoré n'a pas voulu que son frère et sa sœur seuls bénéficient de cela, ou bien aillent en Russie pour aller... Non, il dit, vous voyez, c'est le cœur que nous devons avoir, le bien-être populaire, le bien-être de mon peuple, de mes frères et sœurs, le bien-être, pas moi. C'est le moi là qui fait que, comme on leur propose de l'argent à l'étranger, ils acceptent parce qu'ils ne se soucient pas de leur peuple. Mais ce que Traoré dit, c'est ça. En tant que scientifique, c'est ce que nous voulons, mais ils nous empêchent, je dis bien, ils empêchent qui que ce soit, même, regardez même Anta Diop. Qu'est-ce qu'il est resté au Sénégal? Ce grand scientifique-là, ce savant, ce cerveau, mais ils l'ont exploité. Ils ont tout gardé chez eux. C'est des voleurs. Mais c'est une injustice. Ils étaient venus apprendre chez nous. On leur avait tout donné. Mais ils ont brûlé ce que nous avons. Et pour maintenant se saisir de ce que nous... Oh non, ces gens-là, franchement, mais le temps vient. Nous allons reconquérir. Je dis bien, nous allons recevoir ce que nous avions perdu. Ça va venir. Pas moi, mais nos enfants le feront. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, de la connaissance. Ça va régénérer encore. Le mal, le diable, l'Occident, qui a détruit le continent africain, pensant que ce sera éternel, le moment va venir. Dans tout ceci, soyons courageux. Allons, avançons l'âge. J'ai dit hier que l'Algérie est plus dangereuse pour l'AES que le Maroc soit dangereux pour l'AES. L'Algérie, je dis bien, l'Algérie est plus dangereuse pour l'AES actuellement que le Maroc. Que Dieu bénisse, nous sommes en guerre. Bye. Sur les thématiques de la soirée, on va éviter de se disperser. Ça, c'est également pour une meilleure gestion du timing. Monsieur Kofi, vous réagissez depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir aux invités et bonsoir aussi aux techniciens et le standard. Soyez salués. M. Nguéné, d'abord, je voulais dire merci à For-You Media. Je voulais dire merci à For-You Media d'être en Russie et nous présenter l'image de l'intégralité du défilé du 9 mai passé. Parce que ce fait que les Européens n'ont pas diffusé, et vraiment grâce à For-You Media, on a suivi l'émission du début à la fin. Soyez salués pour ça. Vraiment, For-You Media, merci. Merci à tous les journalistes, merci à tous les techniciens. Merci aussi au président de For-You Media qui a fait son effort pour nous montrer tout ce qui s'est passé en Russie le 9 mai. Monsieur Nguéné, quand j'ai fini de dire ça, je voulais saluer le capitaine Ibrahim Traoré et tous les dirigeants de l'AIS qui ont qui ont accepté que Ibrahim Traoré se déplace à leur nom et qu'il passe s'expliquer à leur nom, au nom de ces trois pays de l'AIS. Vraiment, soyez salués. Monsieur Nguéné, je voulais dire une chose à mon peuple ivoirien. Vous voyez, le pouvoir d'Abidjan a oublié ceux qui ont fait la rébellion avec lui hier, qui étaient le Mali, le Burkina, qui ont servi de base aérienne. Aujourd'hui, dans mon pays, certains qui ont été rebelles, qui ont eu pour partie la rébellion, en train de prier Dieu pour que Ibrahim Traoré soit assassiné. En train de prier Dieu pour que Tiani soit assassiné. En train de prier Dieu pour que, comment on appelle, le général Goïta soit assassiné. J'ai de la pitié pour ceux qui font cette prière-là. En oubliant que hier, ces gens-là ont servi de dépotoir, de poudrières pour attaquer le régime d'Abidjan. Vous voyez, c'est pas comme ça. Il ne faut pas être ingrat jusqu'à ce point. Mais je voulais dire à tous les ressortissants maliens et burkinabés en Côte d'Ivoire, ils ont été enrôlés pour faire les élections de 2025. Voici ce que mon pays fait à leurs dirigeants. Ils n'ont qu'à réfléchir deux fois avant octobre 2025. Monsieur Nguéné, je ne vais pas monopoliser la parole. Tout juste dire merci à For-You Media. Dire merci à For-You Media. Dire merci à toute la population de l'AIS. Nous sommes avec vous. Nous, on sait que la Côte d'Ivoire est pris, comme on appelle,
est prise en otage, mais nous savons que nous sommes au bout du tunnel, on va se libérer. On va se libérer parce qu'il n'y a plus base arrière pour faire la rébellion. Donc, on va se libérer d'ici quelques temps. Ça, soyez rassurés, je voulais rassurer mon frère, on va se libérer. La France est obligée de libérer le plateau en Côte d'Ivoire pour que les élections se passent très bien. Sinon, c'est eux qui vont partir chez eux, nous sommes chez nous. C'est la France qui va partir chez lui et nous sommes chez nous. Parce qu'on n'a pas d'autre endroit si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Et pour notre liberté, on va se battre. Merci. Monsieur Nguéné, pour notre liberté, on va se battre. Merci à vous. Donc, merci à For You Media. Merci pour tout ce que nous faisons pour libérer notre continent. Merci, c'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Monsieur Kofi depuis la Côte d'Ivoire, merci. Merci à vous pour votre intervention. Zerfel, vous êtes également avec nous. Bonsoir. Ok, bonsoir Nguéné, bonsoir à tous les techniciens, bonsoir à tous les doyens et bonsoir Sylvain. Et moi, je vais commencer par la Côte d'Ivoire d'abord. Voyez-vous ce que Thiam, vraiment, c'est vraiment, je suis désolé pour lui. Parce que la manière que les gens parlent de ce monsieur, et qu'il est le plus intelligent de la Côte d'Ivoire, il est le premier élève des Polytechniques, c'est comme si, quand l'école est créée, c'est lui qui était le premier à être dans la Polytechnique, je ne sais pas. Aujourd'hui, quelqu'un qui est intelligent, il ne peut pas se permettre. Parce que les gens de PDCI, c'est comme ça qu'ils font tous les jours. C'est pourquoi le Bédier est resté pendant des années, sur des années, jusqu'à sa mort, perd son âme. Parce que c'est lui qui finançait chez le PDCI. Les autres, là, ils ne voulaient pas cotiser, ils étaient là, donc l'argent était là, donc Bédier pouvait s'asseoir là, tranquillement. Et quand ils ont vu Thiam, c'est la même chose. C'est pourquoi il s'est précipité là, il a fait une erreur qu'on ne peut pas corriger aujourd'hui, que lui-même, il est là, il reconnaît qu'il a fait une erreur. Devant ses avocats ne peuvent pas justifier ça. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est que moi-même, je vois comment dire, quelqu'un qui est à la tête d'un parti comme PDCI, mais quel que soit même, comment dire, ce qui tu entends sur le terrain, tu n'as pas fui, tu n'as pas resté à l'extérieur, et puis faire des choses, des discours. Il faut venir auprès de tes militants pour que vous luttiez ensemble. Tu es resté en France en train de faire des trucs, ouais, j'ai rends ma démission, ça veut dire quoi ça? Et un jour, si tu étais président de la Côte d'Ivoire, s'il y a un problème, tu vas rester à l'extérieur. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que, comment dirais-je, si tu n'es pas capable, les élections en Afrique, il faut être dur. Il faut être dur, il ne faut pas avoir peur. Il faut être, comme ça se dit en Côte d'Ivoire, il faut être un Woody. Quand tu n'es pas un Woody, ce n'est pas la peine de venir faire politique en Afrique. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, il faut être en Afrique partout, il faut être un homme courageux. Mais si tu n'as pas de couilles, il faut laisser ça. Pour un petit problème, déjà, tu restes à l'extérieur. Même pour te justifier, il fallait venir en Côte d'Ivoire pour te justifier, pour dire que j'ai fait une erreur, ou on met les choses comment dire, les comptes à zéro, et on va passer aux élections. On n'a pas enlevé ton passeport. Tout simplement, c'est qu'on te reproche, on te dit qu'avant d'être candidat à la tête des PDCI, tu étais français. C'est tout. Sinon, ton passeport est là, tu peux rentrer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu dis non, on veut te tuer, on veut te faire ça. Mais dis donc, il faut qu'on arrête un peu, vous les gens de PDCI. Là. Vous envoyez toujours la médiocrité dans ce pays-là. C'est vrai, on a le couteau toujours sur la gorge. Il faut que ça s'arrête, vous là. Je ne vais pas indexer une ethnie, mais il faut que ça s'arrête. Bon, je vais parler maintenant de choses. Pour sortir, je vais parler de choses, comment dirais-je, IB. C'est ça qu'on en a besoin. Parce que c'est que je aller devant, comment dire, vous partez toujours chez les gens, demandez comment ils font leur richesse. Comment ils ont créé leur richesse. C'est la moindre des choses qu'il faut demander. C'est ça le jeune, il a demandé. Il dit qu'il veut des ingénieurs, il veut des universités. Même s'il en faut, le peu que ils vont prendre en compte, la Russie va prendre en compte, mais lui, il est prêt aussi de financer certains. Mais c'est la moindre des choses, moi, pour qu'on ait plus de nombre d'étudiants, il faut qu'ils viennent en Afrique. Donc ça, les ingénieurs ou
les diplômés qui vont venir pour enseigner ces enfants-là, il peut enseigner plusieurs. Et certains pays africains peuvent en profiter aussi pour aller dans ces écoles qui seront construites au Burkina ou au Mali ou quelque part dans les 3 pays. Là. Donc, moi, ce qu'il est en train de dire, au lieu d'aller chez les gens pour dire non, je veux l'argent, je veux l'aide. Attends, quand tu demandes l'aide, là, tu perds ta crédibilité vis-à-vis de celui qui est en face de toi. Il ne doit plus voir, il ne va même pas te respecter. Même si tu n'as rien là, il faut avoir cette dignité de te protéger, de protéger toi-même ta personne. Comme ça, quel que soit, ils vont te respecter. Ça, c'est la moindre des choses. Il ne peut pas toujours abaisser la culotte devant les Européens pour dire « Donnez-moi, je vais manger. » Et toi-même, qu'est-ce que tu fais pour que tu puisses créer ta nourriture toi-même? Merci, IB. Ce que tu viens de faire, c'est ça que nous attendons depuis longtemps. Si ça là, c'était déjà engagé depuis longtemps, tout le monde maintenant va se mettre au travail pour créer quelque chose. Merci. Merci à vous. Merci Zerfel. On prend le jeune panafricain juste avant de prendre change de l'Angleterre. Bonsoir à vous, jeune panafricain. Bonsoir, M. Guinée. Bonsoir à vous. Le panel. Bon début de semaine. M. Guinée, j'ai heureux de vous recevoir ce soir parce que, vous voyez, M. Guinée, j'ai 3 propos à parler ce soir. M. Guinée, la première, c'est de mon pays d'abord. M. Guinée, je vous avais dit ça, que quelqu'un qui est un imposteur, il ne fournit pas des efforts. Vous avez dit ça, j'avais dit ça. Quelqu'un qui est un imposteur ne fournit pas des efforts. Mais tu es dans le citron. Le citron, tu n'as rien fait d'abord. Et puis tu fuis. Est-ce que le piment vient maintenant, M. Guinée? Ça dit que le citron, tellement que le citron, c'est dur sur toi, tu fuis. Et le piment, maintenant, tu vas dire quoi, M. Guinée? Si tu n'aimes pas rester en France pour lancer un discours pour dire démissionne, il vit en Côte d'Ivoire et il est dans son parti. Et il se proclame que, bon, pour le moment, je quitte le parti, à la tête du parti, mais je suis là. Mais tu restes à l'extérieur et puis tu lances un appel pour dire que tu quittes ton parti. Ce que je veux dire, le désordre de la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui a mis ça. Regardez en 96, même le désordre qu'ils ont envoyé en 90, M. Guinée, avec Alassane Dramane Ouattara, qui aujourd'hui à la tête de notre pays. En 90, c'est comme ça qu'ils ont envoyé le désordre. Et aujourd'hui, en 2025, ils vont envoyer ce désordre-là. Mais l'Ivoirien ne va pas accepter. M. Guinée, quand il quitte là, j'ai dit merci beaucoup à Ibrahim Traoré pour le discours qu'il a fait en Russie. Je lui dis merci. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, M. Guinée. M. Guinée, tu vois, si ces 3 pays étaient avec la France, là, ils allaient dire que le coup d'État était démocratique. Si ces 3 pays étaient à la France, là, le coup d'État est bon, c'est très bon. Oui, le coup d'État, ouais, ça, c'est comme ça. Mais comme ils ne sont pas à la France, le coup d'État, là, les poutistes, oui, nous on accepte. Parce qu'ils font ce qu'ils nous veulent. Et je dis merci beaucoup. Je lance appel au peuple des Burkinabés de soutenir ce monsieur-là. Sinon, vous allez regretter ça. Monsieur, pour finir, je veux dire merci à Vladimir Poutine pour tout ce qu'il a fait pour l'Afrique, pour tout ce qu'il fait pour les 3 pays, pour la sécurité qu'il fait et pour le bienfait. Et je dis merci aussi au directeur du For You Media pour tous les efforts qu'il a fait, pour les images qu'il nous a données, tout comme on a suivi ça en direct. Merci beaucoup et merci beaucoup à vous les journalistes qui faites beaucoup d'efforts. En tout cas, merci et bonne émission, que Dieu vous bénisse. Bon début de semaine. Merci à vous. Le jeune panafricain, Monsieur Change, vous êtes également avec nous depuis l'Angleterre. On vous prend avant Eric derrière. Bonsoir. Monsieur Ngueni, bonsoir à vos invités et bonsoir à votre infatigable équipe technique. D'abord, Monsieur Ngueni, permettez-moi de vous dire que vraiment, j'étais fier de For You Media Africa d'avoir fait la diffusion du défilé qui s'est passé en Russie. Et je dis ceci, la fierté, parce que sans For You Media Africa, ici, vraiment, on n'a rien vu. Rien. Bon, je ne pensais pas qu'il allait faire ça, mais quand même, c'était un grand plaisir de voir que je pourrais suivre le défilé
voir les présidents africains qui se sont présentés là-bas. Parce qu'ici, ils ne veulent pas montrer ça. Et je vous en prie, continuez à travailler la main dans la main avec vos partenaires et vos confrères du média de la Russie pour pouvoir diffuser ces genres de trucs. Parce que vous savez, avec les opérations spéciales qui se déroulent là-bas, ils ont interdit beaucoup plus de chaînes russes ici en Europe, particulièrement en Angleterre. Et donc, je vous salue pour ça. Merci For You Media et merci à tous ceux qui ont de près ou bien de loin contribué à ce que ça se passe. Ceci étant dit, vous voyez, aucun pays européen a diffusé ça. Et aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, il n'y a pas de leaders africains qui ont été invités ici en Europe pour participer à leur célébration qui s'est passée le 8 mai. Et on sait tous que vraiment les Africains ont beaucoup plus participé pendant la Seconde Guerre mondiale parce que lui, De Gaulle, il s'est enfui en Angleterre et il a fallu que les Africains viennent combattre à sa place. Mais maintenant, quand ils font leur défilé, il n'y a aucune gratitude ou il n'y a aucune reconnaissance pour les combattants ou bien les guerriers africains. Donc, si, et je vous renvoie encore, si Emmanuel Macron se permet de dire que l'ingratitude est une maladie qui ne contamine pas l'humain, alors dans ce cas, le capitaine Ibrahim Traoré lui avait bien dit ça. Et concernant le président Excellence Traoré, je pense que ce que Michael Langley disait à propos de lui, qu'il s'enriche pour sa sécurité au lieu d'utiliser l'argent du pays pour la population. Mais vous voyez comment il avait bel et bien expliqué ou bien détaillé son Excellence Vladimir Poutine ce qu'il veut, ce qu'il attend, les demandes. Il avait même dit demandes qu'il veut qu'on lui fasse au Burkina Faso et non pas pour lui. Pour sa population, les hôpitaux, tous, les écoles, les universités, vous voyez bien. À part tout ce qui se passe, M. Nguéné, on continue vraiment à dire que cet excellent président, ce digne fils d'Afrique que Dieu nous a envoyé, garde l'argent pour lui. Alors qu'aucun des présidents africains n'a jamais parlé comme ça à un leader étranger. Mais la preuve en est que si vous prenez par exemple Macky Sall, il était parti pour commander pour du blé. Pourquoi, voilà ma question, pourquoi les Africains, les leaders qui vont à l'étranger ne peuvent pas parler comme son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré? Voilà. Et ça, je pose cette question pour vous et votre panel. Peut-être, si on trouve la réponse, cela peut nous aider tous en tant que panafricanistes à continuer à œuvrer pour un bon Afrique. Merci beaucoup, M. Nguéné. Have a great week ahead. Merci beaucoup pour vous et votre équipe. Merci à vous. Change, soyez rassurés, le président Ibrahim Traoré n'est pas le premier à faire ce genre de demande. Mais ce que nous prenons, c'est surtout cette approche-là qui marque une forme de rupture avec toutes les aides qui sont brandies très généralement sous la casquette d'aide, mais qui en réalité ne le sont pas. Parce que vous verrez auprès de ces bailleurs de fonds, ils vous octroient des aides avec des taux d'intérêt qui battent tous les records. Merci à vous, Change. Eric, vous réagissez depuis l'Espagne. Bonsoir et bienvenue. Alors, Eric est-il avec nous? Bonsoir à vous. Alors, on fait quoi à la réalisation? Si Eric n'est pas prêt, on peut prendre quelqu'un d'autre ou alors on revient sur le plateau. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, Eric. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir, Fédon. Et bonsoir à Sylvain de Bourreau. Et c'est Eric depuis l'Espagne. Et je vous remercie franchement avec tout ce que vous faites pour le continent. Et très émouvant, le défilé. Sans vous, on ne pourrait pas franchement voir tout ce qui s'est passé en Russie. Moi, j'aimerais intervenir à propos
transfert de technologie. Ma question, je vais la poser à Sylvain de Bourreau et à M. Parfait Dormillet, notre doyen. Moi, ce que je veux dire, la technologie, elle n'est pas statique. Elle est dynamique. On peut vous faire un transfert de technologie aujourd'hui, demain, les données changent. Est-ce qu'on a... Parce que moi, le transfert de technologie, moi, je le vois d'une manière... Les Africains doivent être créatifs. Il faudrait qu'on arrive... Est-ce qu'on est capable d'inventer? Parce que le problème, c'est là. On peut nous faire un transfert de technologie. Si on n'arrive pas réellement à inventer, on ne va rien faire. Parce que moi, je me rappelle que les Chinois, ils avaient acheté le Boeing des États-Unis, ils ont tout démonté et ils ont essayé de voir comment ça a été construit. C'est ce qu'on devait faire normalement parce que les Russes, ils peuvent nous transférer des technologies et dans un mois, dans un an, et tout ce qu'ils nous ont transféré, ça ne sert à rien. Donc, c'est à nous. C'est à nous-mêmes d'inventer. Moi, je prends l'exemple d'un musicien. Si je prends mon nom d'Ibango, en tant que musicien, s'il ne peut pas créer, s'il ne peut pas inventer, il n'est pas musicien. Donc, en fin de compte, si on va nous transférer des technologies, mais si on n'est pas capable d'inventer, on serait là. C'est comme si je prends les juristes. Ils n'ont pas, jusqu'à présent, après 60 ans d'indépendance, ils n'ont pas essayé de réécrire nos constitutions. Donc, moi, je vois que nous, les Africains, il faudrait qu'on ait l'art d'inventer. Moi, je prends il y a des maçons, il y a des gens illettrés en Afrique qui peuvent construire des maisons. Ils n'ont jamais été à l'école, des maçons, des menuisiers. Donc, moi, je vois que le problème, ce n'est pas question de transfert de technologie. Il faut qu'on ait l'esprit d'invention. Parce qu'on va beau nous faire le transfert de technologie et ceux qui vont nous transférer dans peu de temps, je ne sais pas, peut-être que ça ne sert à rien. Donc, je pose cette question à M. Parfendon et à Sylvain Bogo, si réellement le problème, c'est le transfert de technologie ou nous, les Africains, nous-mêmes. D'accord? Donc, merci pour tout ce que vous faites et à plus. Merci à vous, Eric. Je pense qu'on va... vous êtes le dernier appelant. On va faire un tour de table rapide en 1 minute pour permettre à nos invités de donner leur mot de fin. Mais soyez rassurés, peut-être que la question ne m'est pas adressée directement, mais on parle beaucoup plus du transfert de connaissances qui permettra, entre autres d'ailleurs, à ces pays en question de dompter la science, on l'a dit, pourquoi pas de s'inviter justement sur la table de toutes ces inventions que vous citez. Voilà, c'est en gros ce que je peux dire par rapport à votre question, même si je vais laisser tout de même la possibilité aux intervenants de dire un mot là-dessus, pour sortir de l'émission, Sylvain, sur la préoccupation du dernier appelant. Le transfert de technologie, le transfert de connaissances, ce n'est pas un vain mot. Il faut parcourir toute l'Afrique aujourd'hui. Dans chaque pays africain, au moins, il y a des jeunes qui inventent des voitures électriques ou bien qui marchent avec l'électricité, je dirais, solaire. Il y a beaucoup de jeunes africains qui inventent aujourd'hui. Lorsqu'on va vers l'Afrique du Sud et ou bien au Zimbabwe, il y a un jeune qui, par exemple, a inventé un hélicoptère, une voiture, sans avoir fait les universités. Donc, lorsqu'on parle de transfert de technologie et de connaissances, c'est une collaboration, c'est aussi un renforcement de ce qui est déjà sur le terrain. Et en envoyant aussi des étudiants ou bien les formateurs en Russie, ou bien faisant la duplication des universités, c'est pour encore former des gens qui seront capables d'initier l'invention, la création locale, des gens qui vont servir d'aiguillons à ces jeunes-là pour parfaire leur connaissance dans ce qu'ils sont en train de faire. Il est vrai qu'on peut avoir des créateurs, des inventeurs sur place, mais il faut à un certain moment, il faut des gens qui se connaissent, qui connaissent ce domaine-là, qui sont déjà très avancés dans ce domaine pour que les jeunes ne restent pas sur le carreau ou bien ne soient pas confrontés à un blocage financier et autres. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on parle de transfert de technologie et de connaissances et de coopération en général. Donc, c'est une nouvelle coopération que le président Ibrahim Traoré est en train d'initier. On voit aujourd'hui qu'au Burkina Faso, déjà, à moins de 5 ans, ils ont déjà des usines de transformation des légumes, des usines de transformation des fruits en jus.
on a déjà doublé. Dans tout l'AES, ça se réplique, hein, c'est un peu partout dans l'AES. Et aujourd'hui, je dis que c'est une fierté pour nous que ces présidents-là parlent ainsi pour que réellement le transfert de technologie devienne une affaire franchement effective et que l'Afrique vraiment s'en sort très bien. Merci à vous. Alors Habib, pour sortir de l'émission. Oui, Monsieur Nguéné, pour sortir de l'émission, tout à l'heure, quand le doyen parlait, je souriais parce que je vais vous raconter une anecdote. Quand les événements du 26 juillet intervenaient, la première centrale solaire du Niger était en phase de livraison. Une cérémonie d'inauguration officielle avait même eu lieu avec Bazoum quelques semaines avant. Et dès que les événements sont intervenus, puisque c'était des techniciens étrangers, on les a intimés l'ordre de quitter et on nous a coupé l'électricité du Nigeria. Et il n'y avait aucune maîtrise technique sur le territoire qui pouvait faire en sorte que cette centrale puisse être mise en service. Sachant que le besoin en électricité existait, les autorités avaient pris la mesure. Heureusement qu'un des États, membres de l'Alliance des États du Sahel, avait déjà eu l'expérience d'une centrale solaire. Il nous a prêté la main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir le faire. C'est pour vous dire que cette demande du président Traoré est une demande pressante et surtout une demande extrêmement importante pour permettre à ce que cette révolution en cours des États de l'Alliance du Sahel puisse être une réalité qui va créer une émulation pour servir de levier de développement pour notre continent. Merci pour votre invitation et à très bientôt. À très bientôt, Habib. Boubacar Touré, certainement lundi prochain, Habib. Merci à vous. Alors, doyen, pour le bout de fin. Oui, d'abord, il faut préciser que la science, elle demeure la science. Hein, et chacun applique cette science-là dans son environnement pour mieux transformer les conditions de vie de ces populations. Tout le monde, à un moment donné, a été... ceux qui sont en retard sont allés acquérir des connaissances chez ceux qui étaient les plus avancés. L'histoire nous apprend que les Grecs sont allés, par exemple, en Égypte, pour voir, pour étudier, pour apprendre, et ils sont revenus en Grèce pour tenter de dupliquer et de modifier leur espace. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose. Les Japonais, ils ont fait la même chose. Les Chinois, c'était encore grave. Même quand il fallait acheter un avion, ils demandaient qu'on vienne monter l'avion chez eux. Et cela permettait à leurs ingénieurs de mieux acquérir des connaissances, cerner, n'est-ce pas, sur l'assemblage, les process d'assemblage. Et puis plus tard, ils avaient l'industrie métallurgique qu'ils ont lancée. Et puis progressivement, ils ont commencé à fabriquer eux-mêmes les avions. Cela, il n'y a rien de honteux à cela. Mais c'est vrai que nous avons des environnements qui ne sont pas les mêmes. L'Europe n'est pas l'Afrique. L'Afrique n'est pas l'Asie. Chacun, en fonction de son environnement, applique les données scientifiques qu'il a pour mieux, n'est-ce pas, permettre un développement harmonieux en cohérence avec la nature. Moi, je sors aussi par quelque chose, moi, qui m'a... D'abord, je remercie For You Media d'avoir été en Russie pour cette célébration du 80e anniversaire de la défaite sur le nazisme. Mais moi, j'ai été choqué parce que Camerounais, je le dis ici sur ce plateau, de découvrir que moi, mon pays et son armée étaient plutôt de côté de Paris. Pour célébrer je ne sais quoi. L'Afrique est restée divisée sur le sujet. Certains sont allés à Moscou, d'autres sont allés à Paris. Moi, je n'ai pas compris ce qui se passe avec notre ministre, avec notre armée, qui ont d'ailleurs et le cœur de notre armée qui a d'ailleurs chanté à Paris. Je demande à nos autorités, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus le Cameroun que j'ai vu, n'est-ce pas, à l'attaque lors des débarquements en Provence. De Provence, le discours du président. C'est une reculade, c'est une marche en arrière, alors que l'événement se passait de là où ceux qui ont vraiment vaincu le nazisme ont réécrit la nouvelle histoire de notre humanité. Allez à Paris, chez M. Macron, l'homme qui adore la cocaïne, avec une France qui a été incapable, alors que Azanov, le président américain, leur avait dit, après la guerre, il faudra accorder l'indépendance à vos colonies. Qu'a fait M. de Gaulle? C'était de nous sortir la conférence de Brazzaville avec les conséquences que nous connaissons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'armée de mon pays allait faire à Paris
alors que l'événement se passait plutôt à Moscou. Il faut avoir le courage de choisir ce camp. Et là, j'interpelle beaucoup de vos influenceurs panafricains. Si c'était la République centrafricaine qui l'avait fait, le Sénégal de Sonko, ou bien, je ne sais pas, le Bénin de Talon, on aurait tout entendu sur vos plateaux et sur les réseaux sociaux, TikTok, etc. etc. Mais là, sur cette question bien précise, vraiment du Cameroun, j'ai vu personne, motus et bouche cousu comme si ce n'était pas un événement extrêmement dangereux et même qui rétrograde, n'est-ce pas, vraiment la vivacité et la capacité de notre pays, ou bien ce que notre pays a eu à montrer comme forme de résistance vis-à-vis des pressions de la France et de M. Macron. Je n'ai pas du tout été content, je n'ai pas du tout apprécié, et que ces donneurs de leçons panafricains qui ont l'habitude de tirer sur les autres pays ont aussi le courage de dénoncer de cet acte de l'État du Cameroun qui ne nous a pas du tout honorés. Voilà. Pourquoi l'Afrique a-t-elle montré un visage, ou du moins a-t-elle été divisée, ou du moins s'est-elle divisée sur cette question, sur la célébration du 80e anniversaire marquant justement la victoire de l'Union soviétique et de ses alliés sur l'Allemagne nazie? Certains étaient du côté de Moscou, d'autres se sont plutôt retrouvés à Paris. Rendez-vous demain matin dans le cadre de votre émission For You Matin, aux côtés bien sûr de Siki Ndoumbe et de ses invités. On refera ce débat. On va traiter une nouvelle fois de cette actualité. Merci à vous Sylvain, Habib et Patient Parfendom. Merci à nos nombreux téléspectateurs, auditeurs ou encore auditeurs. La réalisation BOC a assuré ce soir aux côtés bien sûr du département digital. On se donne rendez-vous demain mardi pour un nouveau numéro de votre quotidienne. Le point sur l'actualité. Portez-vous bien.